Alors, je me présente, Sylvain Charbonneau, chef transfert des connaissances et innovation. Ces conférences sont rendues possibles grâce à l'appui du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, de nos centres de recherche affiliés, soit le Centre de recherche de l'hôpital Douglas, le Centre de recherche de l'hôpital St. Mary's et de la Direction des affaires, académiques et innovation, ainsi que de l'unité de transfert des connaissances synaptiques. Je tiens par le fait même à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation et à la mise en œuvre de cette conférence. La conférence d'aujourd'hui a pour titre « Que savons-nous sur le suicide chez les jeunes de moins de 14 ans ?» Pour cette conférence, nous avons l'honneur de recevoir Mme Marie-Claude Geoffroy. Donc, Marie-Claude est psychologue, professeure adjointe à l'Université McGill et chercheuse à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Détentrice de la chaire de recherche du Canada sur la prévention du suicide chez les jeunes, elle étudie le suicide, les facteurs de risque et de protection. Elle mène aussi des interventions pour améliorer la santé mentale chez les jeunes. Le docteur Michel Spodenkiewicz, également, donc pédopsychiatre et chercheur à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Il mène des recherches sur la santé mentale des jeunes vulnérables, incluant les comportements suicidaires et la dépression. Utilisant des approches quantitatives et qualitatives, il vise à améliorer les traitements en intégrant diverses perspectives pour une compréhension globale de la santé mentale. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à nos conférenciers et conférencières pour la conférence. Merci beaucoup. Alors, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour cette belle introduction. Je vais juste prendre un petit instant pour essayer de partager mon écran. Voilà, slideshow. Est-ce que vous voyez ma présentation? Est-ce que vous voyez très bien, Marie-Claude. OK, d'accord, parfait. Voilà. Donc, je voulais d'abord remercier toute l'équipe de Synaptique pour l'organisation de ce webinaire qui vise le transfert de connaissances sur la prévention du suicide chez les jeunes de 14 ans et moins. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce midi. C'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur, même si ça demeure difficile d'en parler. Il y a quelques années, on ne parlait pas du suicide chez les jeunes, c'était tabou. Même jusqu'en 1972, le suicide était considéré comme un crime au Canada. Il arrivait que des suicides soient même identifiés plutôt comme accidents pour éviter de causer en fait des souffrances supplémentaires à la famille. Heureusement, la situation évolue, puis on reconnaît l'importance d'en parler ouvertement, même si c'est un sujet qui est sensible, un sujet qui est difficile. Et comme le disent en fait si bien plusieurs organismes de prévention du suicide, la communication, le fait d'en parler, ça peut sauver des vies. Donc, il faut briser le silence. Et de vous voir en si grand nombre aujourd'hui, là, aux dernières nouvelles, on en a plus de 250 personnes connectées par cette belle après-midi de juin. En fait, ça signale que la prévention du suicide est un sujet qui vous tient aussi à cœur. Donc, voilà, ma prochaine diapositive. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça fait à peu près 10 ans que je consacre ma recherche à l'étude du suicide chez les adolescents. Pourquoi les adolescents en particulier? C'est parce que c'est pendant cette période de la vie que les idées, les comportements suicidaires sont les plus fréquents. D'ailleurs, c'est ce que montre cette diapositive, cette figure en fait qui est tirée des données de l'INSPQ, donc l'Institut national en santé publique du Québec, qui illustre en fait le taux de visite aux urgences pour idéation suicidaire au cours de la vie en 2023. Et ce qu'on peut voir rapidement, c'est que c'est pendant l'adolescence, de 15 à 19 ans, que les visites aux urgences pour idéation suicidaire ont été le plus élevées. On note à peu près 3000 visites chez les filles contre 1500 chez les garçons. Donc, dans mes recherches, je me suis intéressée d'abord à la prévention du suicide chez les adolescents. Et j'ai surtout, en fait, analysé des échantillons
longitudinaux de jeunes suivis à travers le temps pour essayer de mieux comprendre l'épidémiologie développementale du risque suicidaire, les facteurs de risque et les facteurs de protection. Et ici, c'est une illustration de mes recherches là, que j'ai une étude qui a été publiée dans Pediatrics en 2020, réalisée avec plusieurs collaborateurs, dont des étudiants. Certains sont devenus professeurs. Donc, dans cette étude-là, on a utilisé l'étude longitudinale des enfants du Québec. C'est une cohorte représentative des jeunes du Québec nés à la fin des années 90. Et dans cet échantillon, en fait, qui est mené par l'Institut de la statistique du Québec, à partir de l'âge de 13 ans, on a demandé aux jeunes, dans la dernière année, est-ce que vous avez déjà pensé sérieusement au suicide? Et là, on a voulu en fait estimer la prévalence ici des idéations sérieuses sans tentative à travers les différents âges de l'adolescence. Et ce qu'on a trouvé en fait, c'est que les filles pensaient plus au suicide que les garçons, c'est un fait qui est connu, puis également que la prévalence augmentait avec l'âge pour atteindre un pic autour de l'âge de 20 ans. On a aussi répété l'exercice pour les tentatives de suicide. Et là, on a observé que la prévalence des tentatives de suicide dans l'adolescence était relativement stable à travers le temps, avec une prévalence d'environ 4 %. Et là, en fait, j'ai présenté ces données à un moment donné pendant une conférence et à la fin de la conférence, il y a une psychologue scolaire qui est venue me voir, en fait. Elle m'a demandé ce que je savais ou ce qu'on savait sur les comportements suicidaires chez les jeunes de moins de 14 ans et surtout chez les jeunes de l'école primaire. En fait, on ne sait pas grand-chose. Du moins, à ce moment-là, je ne savais pas grand-chose. Mais elle, cette psychologue scolaire, en fait, m'a posé la question parce qu'elle travaillait dans une école primaire et dans son travail, elle a dû accompagner plusieurs jeunes qui s'étaient automutilés de l'école primaire ou qui avaient pensé au suicide. Mais moi, j'ai eu de la difficulté à ce moment-là à répondre à sa question parce que je n'avais pas de données, comme plusieurs autres chercheurs, sur le suicide avant l'adolescence, car c'est très, très peu étudié. Dans les cohortes longitudinales que j'utilisais, en fait, on commençait à poser la question à 12 ans ou à 13 ans. Alors, pourquoi demander à un enfant de 10 ans ou un enfant de 11 ans s'il avait pensé au suicide? Là, c'est tellement jeune. Je pense qu'on partait, nous, les chercheurs, avec l'a priori que les enfants ne pensaient pas au suicide. Bref, cette psychologue scolaire, en fait, a suscité, a réveillé en moi la chercheure et en fait, ça m'a motivée à entreprendre une première étude pour essayer mieux de comprendre le phénomène du suicide chez les enfants de 12 ans, de 12 ans et moins, pardon. Et ma première étude, en fait, visait justement à essayer d'estimer cette prévalence des idéations suicidaires, des comportements suicidaires chez les enfants. Et là, avant de vous donner la réponse, je veux vous interpeller. Et vous pouvez répondre dans le chat et je sais que Marie-Ève Arsenault, qui est présente, va monitorer en fait pour moi quelques réponses. Donc, d'après vous, quel est le pourcentage de jeunes qui ont déjà pensé au suicide avant l'âge de 13 ans, donc les 12 ans et moins? Je vais vous donner quelques instants pour essayer de répondre. Et Marie-Ève, je t'interpelle pour que tu me... Oui, on a Oui. déjà 170 réponses. Ah. 54 disent que c'est moins de 10 et il y en a 44 qui disent que c'est plus de 50 OK. C'est un sondage, c'est ça? Oui. La barre est partie haute. Parfait. OK. Donc, ça me donne une idée. C'est parfait. Là, je vais vous présenter la recherche, en fait. Bon, pour répondre à la question, comme moi, je n'avais pas de données, ce que j'ai fait encore là en collaboration là, avec des chercheurs, des cliniciens, des étudiants, on a effectué une revue systématique de la littérature avec méta-analyse pour essayer d'estimer cette prévalence, justement, des idées, des comportements suicidaires chez les enfants dans la communauté. Donc, ici, j'exclus les échantillons cliniques. Là, on s'est intéressé aux jeunes de la communauté. Donc, oui, je vous présente rapidement les résultats, mais je veux juste spécifier que l'étude, en fait, a été publiée en 2022 dans l'Ancet Psychiatry et je vous ai mis, c'était disponible également en open access, donc en accès libre pour ceux qui voudraient en savoir plus.
Donc, qu'est-ce que c'est en fait une revue systématique de la littérature avec méta-analyse? En fait, c'est une étude qui vise à rassembler toutes les recherches disponibles sur un sujet spécifique, qui les analyse de manière méthodique, puis combine en fait les résultats ensemble pour essayer d'obtenir des conclusions un petit peu plus précises. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé des bases de données, comme par exemple Medline ou PsycInfo, avec une série de mots-clés avec l'objectif d'identifier toutes les études publiées à ce jour. Et là, nous, on a en fait évalué 3710 résumés, on a lu 474 articles, puis on en a retenu 28 articles, dont 30 études qui correspondaient en fait à nos critères de sélection. Avant de vous présenter les résultats de l'étude, je veux vous parler des caractéristiques des études qu'on a identifiées parce que pour apprécier les résultats correctement, à leur juste valeur, c'est important de bien comprendre les caractéristiques des études. Donc, on a regardé les années de publication. Et comme on s'est arrêté ici en 2021, et comme vous pouvez voir, en fait, sur la figure, là, il y a beaucoup plus d'études qui ont été publiées en 2020-2021. Ça laisse sous-entendre que la communauté scientifique commence à s'intéresser à la problématique du suicide chez les jeunes. Puis, donc, ma recherche est arrêtée en 2021, mais je sais qu'en 2022, en 2023, puis même en 2024, il y a d'autres études qui ont été publiées. Maintenant, au niveau des répartitions gars-filles dans les échantillons, c'était comme assez équilibré, donc ce qui nous permet de tirer des conclusions à la fois pour les garçons, à la fois pour les filles. L'âge moyen des enfants inclus dans notre étude était de 9 ans et 5 mois, mais l'âge variait de 6 ans à 12 ans. Au niveau des tailles d'échantillons, on a analysé des petits échantillons de 30 personnes allant à des grands échantillons de plus de 40 000 personnes et notre échantillon total était de 83 707 enfants. Maintenant, les pays, en fait. La plupart des études ont été réalisées aux États-Unis. Il y avait seulement 2 études au Canada et si ma mémoire est bonne, en fait, il n'y avait pas d'études réalisées au Québec. Et je veux souligner ici qu'il n'y a pas d'études qui ont été réalisées dans les pays à faible ou moyen statut socio-économique, ce qui est aussi c'est une problématique, mais c'est une problématique là beaucoup plus large parce qu'on sait que ces pays, en fait, malheureusement, sont responsables de la plupart des suicides, mais on a très, très peu de données, très peu d'études qui se penchent sur la problématique du suicide dans ces pays. Au niveau des construits mesurés, la plupart des études s'étaient attardées aux idéations suicidaires. Seulement 3 avaient examiné le plan suicidaire. Un petit nombre avaient examiné les comportements suicidaires. Donc, on peut surtout tirer des conclusions à propos de l'idéation suicidaire. Et là, en termes d'instruments utilisés, c'était très variable. C'est important encore là de garder ça en tête parce que qu'est-ce que ça veut dire penser au suicide? Hein? C'est très dépendant de l'instrument utilisé pour le mesurer. C'est une étude quantitative. Alors, effectivement, on a regardé les études qui avaient évalué l'idéation suicidaire à l'aide d'une entrevue diagnostique. Le KIDI Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia Interview, le KISAD, avait été utilisé dans 4 études. Là, c'était l'instrument le plus fréquent au niveau de l'entrevue. Au niveau du questionnaire, en fait, c'est le Child Behavior Checklist, donc des items du Hackenbach qui avait été utilisé. Donc, est-ce que tu as intentionnellement tenté de te blesser ou de te tuer? Est-ce que tu as déjà pensé ou parlé de te tuer, pardon, dans 4 études? Donc, une autre représentation aussi de la proportion d'études qui ont étudié des questionnaires versus des entrevues. Donc, on a 63 des études qui reposaient sur un questionnaire, 30 de l'entrevue, 7 avaient utilisé les deux. Au niveau de l'informant, 47 des études avaient posé la question directement à l'enfant, 37 aux parents et 17 les deux. Donc, voilà la prévalence d'idéation suicidaire. Donc, ce qu'on a obtenu, c'est une prévalence de 7,5 avec un intervalle de confiance qui allait de 5,9 à 9,6 Donc, 7,5 des enfants avaient déjà pensé au suicide avant l'âge de 13 ans. Moi, c'est une prévalence qui m'a
surpris, en fait, parce que je m'attendais à une prévalence beaucoup plus faible, je dois dire. Mais comme on peut voir sur la figure, en fait, qui illustre les estimés, pour chacune des études, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité. Les études ont mené à des prévalences assez différentes les unes de les autres. Et là, on a essayé de réaliser des analyses supplémentaires pour essayer de mieux comprendre les facteurs qui pourraient expliquer cette hétérogénéité. Donc, d'abord, on regardait la période de référence, parce qu'il y a des études qui demandaient as-tu déjà pensé au suicide versus as-tu pensé au suicide dans les 12 derniers mois ou le dernier mois ou même la dernière semaine. Mais en fait, on n'a pas trouvé de différence dans la prévalence quant à la période de référence. Par contre, on a trouvé une différence importante lorsqu'on a regardé l'informateur ou l'informant, à qui on posait la question. Si on posait la question aux enfants, on obtenait une prévalence de 10,9 %, qui est quand même plus élevée, versus le parent, 4,7 %. Donc, ce qui nous indique, en fait, en tant que clinicien, de l'importance de toujours questionner l'enfant, en plus du parent, mais de questionner l'enfant seul pour obtenir des informations que l'enfant pourrait peut-être avoir peur de dévoiler en présence de son parent. Au niveau de la méthode d'évaluation, en fait, la prévalence était plus élevée pour les études qui ont reposé sur des questionnaires, 10 % versus des entrevues, 6,5 %. Au niveau du sexe, c'est intéressant. On n'avait pas de différence entre les filles et les garçons, ce qui est une différence vraiment notable avec ce qu'on observe plus tard au cours de la vie, parce que quand on pense à l'idéation suicidaire, dès l'adolescence, en fait, les filles ont tendance à rapporter plus de pensées suicidaires que les garçons. Mais c'est un résultat aussi qui est très en lien avec ce qu'on observe pour la dépression, où on n'a pas de différence entre les garçons et les filles lorsqu'on regarde la prévalence de la dépression avant la puberté. Au niveau des pays, la prévalence était similaire là, entre les différents pays. On a une différence d'âge. Effectivement, la prévalence augmentait avec l'âge des enfants. Plus les enfants sont âgés, plus ils avaient de chances de penser au suicide. Pas d'effet pour la qualité des études, pas d'effet non plus pour l'année de collecte des données. Maintenant, cette prévalence de 7,5 %, moi, m'a quand même interpellée parce que je me suis demandé si des enfants de cet âge-là, l'âge moyen était 9,5 ans, est-ce que ces enfants comprennent vraiment ce que ça veut dire mourir? Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, avoir une compréhension mature de la mort? Une compréhension mature de la mort, là, si je l'explique simplement, ça veut dire pour un enfant, en fait, de bien comprendre les 3 caractéristiques de la mort. La première chose, c'est l'irréversibilité, hein. Les morts ne peuvent pas revenir en vie. On n'est pas dans un conte de Walt Disney où la princesse va se réveiller là, après avoir reçu un baiser du prince. C'est pour toujours. C'est une cessation des fonctions biologiques. Le cœur arrête de battre, les poumons de respirer, le cerveau de penser. Donc, les morts ne peuvent pas aimer, les morts ne peuvent pas protéger. Et c'est universel. Tout ce qui est vivant va mourir un jour. Les fleurs meurent, nos parents vont mourir et nous allons mourir un jour. Donc, lorsque ces 3 aspects sont bien compris, on va dire qu'un enfant a une compréhension mature de la mort. Et là, je vous relance la question encore cette fois-ci. Et vous pouvez, c'est pas nécessairement besoin d'un sondage, là, mais je me demandais juste, c'est ça. Est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce que vous en pensez? À quel âge vous pensez que les enfants vont acquérir une compréhension suffisamment mature de la mort? Et Marie-Ève, je t'interpelle encore pour que tu puisses monitorer les réponses dans le chat. Moi, j'en vois un petit peu. Ans, Oui, 5 ans, 9 oui, ans, 6-7 ans. Donc, c'est pas mal dans ces eaux-là, là. oui. 7-8 ans. Oui, ben, en effet, en fait, c'est ça. Je dois dire que, pardon, oups, j'ai changé trop vite. On a peu de connaissances à ce sujet-là, mais bon, si je rassemble les meilleures connaissances, on va dire que c'est autour de 4-6 ans, donc les réponses étaient bien dans le mille, mais il y a beaucoup de variations ou de variabilité parce que ça va dépendre de nos espérances de vie. Un enfant, par exemple, qui a été confronté à la mort de ses grands-parents, d'un membre de la famille, de son animal domestique, va davantage comprendre la mort à un plus jeune âge, ou ça dépend aussi du développement cognitif.
Et là, donc, les enfants comprennent la mort vers 4-6 ans. Puis il y a aussi un mythe, en fait, le mythe qui dit ou qui postule que les enfants, en fait, qui pensent au suicide, c'est parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que c'est la mort. Mais ce mythe-là, en fait, a été récemment démystifié par une étude qui a été menée chez des très, très jeunes enfants, là, des enfants d'âge préscolaire, et ça visait à comprendre de manière longitudinale la compréhension de la mort des enfants. Il y avait 3 groupes. Le groupe vert, là, c'était des jeunes qui avaient une dépression majeure et qui pensaient au suicide. Le groupe rouge, des jeunes qui souffraient d'une dépression majeure, mais n'avaient pas pensé au suicide. Et le groupe bleu, en fait, c'était des jeunes de la communauté sans problématique de santé mentale. Et ce qu'on voit ici, c'est que à 4 ans, ceux qui ont la compréhension la plus mature de la mort, en fait, ce sont les jeunes qui avaient déclaré plus tard des idéations suicidaires. Donc, maintenant, je reviens à mes prévalences. Là, on a vu la prévalence pour l'idéation suicidaire. On s'entend, ça capture des niveaux divers de sévérité. Et si on regarde le plan suicidaire, là, les conclusions ne sont pas très solides. On a 3 études. On arrive à une prévalence de 2,2 %. Mais parmi ces 3 études, il y a quand même une étude là, qui est notable, qui est la meilleure à mon sens pour comprendre la problématique du suicide chez les enfants. C'est l'étude de Deville qui est basée sur un échantillon de plus de 10 000 enfants de 9 ans américains. Et dans cette étude-là, la prévalence est de 2,25 % pour le plan suicidaire. Au niveau des comportements suicidaires, beaucoup d'hétérogénéité dans la façon que c'est conceptualisé. Certaines études ont regardé le self-harm ou les blessures auto-infligées qui capturent à la fois la tentative de suicide, à la fois l'automutilation non suicidaire. 6 études ont regardé la tentative de suicide et 2 études seulement qu'on a identifiées ont regardé l'automutilation non suicidaire. Et donc, la prévalence là, globale observée en considérant toute cette hétérogénéité est 2 %. Mais par contre, si on regarde plus précisément l'automutilation non suicidaire, un phénomène qui, selon la psychologue à laquelle j'avais parlé il y a quelques années, était assez fréquent chez les enfants, il y avait beaucoup d'hétérogénéité. L'étude de Deville sur 10 000 enfants où l'automutilation a été évaluée par le KISA dans une entrevue, 9 %, puis une autre étude basée sur un questionnaire, 44 %. Donc, moi, j'ai voulu en savoir plus avec mon équipe. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a collecté des données préliminaires sur la problématique de l'automutilation chez nos jeunes du Québec entre 10 et 11 ans. Donc, l'automutilation, juste pour un peu rafraîchir la mémoire, pour ceux qui sont moins familiers, c'est en fait, ça consiste c'est un comportement qui consiste à s'infliger des blessures, à se blesser intentionnellement et par définition sans intention suicidaire apparente. C'est souvent un moyen de soulager une détresse émotionnelle ou de communiquer une détresse interne. Puis cette pratique, en fait, peut prendre différentes formes, comme se couper, se brûler ou des coups portés au corps. Donc, nous, on collaborait ou on a mené une étude sur 1000 jeunes fréquentant une classe de 5e, 6e année dans des écoles primaires, dans 33 écoles primaires du Québec. Donc, c'est un échantillon communautaire. Puis, on leur a posé en fait 5 questions sur l'automutilation. Donc, as-tu déjà fait intentionnellement ou volontairement l'une des choses suivantes? Te couper volontairement, te brûler volontairement, te frapper, te cogner la tête volontairement, te griffer et t'égratigner volontairement. Donc, on mesure précisément le comportement. Et voici, ce sont des données préliminaires, là, elles ne sont pas encore publiées. Mais si on regarde toute méthode, dans l'échantillon total, on a eu 974 réponses pour être plus précise. Donc, la prévalence totale était de 28,6 %. 28,6 % et pas de différence, encore une fois, entre les garçons et les filles. Pas de différence significative. Au niveau des comportements spécifiques, les comportements les plus communs chez les enfants étaient se frapper avec 16,1 %, se cogner la tête 14,2 % et se griffer 17,3 %, avec quelques différences sexuelles où en fait ces comportements étaient plus fréquents chez les garçons que chez les filles, entre autres pour se griffer et se brûler.
On avait aussi dans cette étude-là quelques informations rapportées par l'enfant, rapportées par l'enseignant sur des dimensions là, très, très générales de santé mentale. On a utilisé un questionnaire qui s'appelle le Child Social Behavior Questionnaire. C'est un questionnaire qu'on utilise en fait dans plusieurs études longitudinales. Et ce questionnaire-là permet de mesurer des construits comme la détresse émotionnelle, les comportements disruptifs, l'impulsivité, le retrait, la prosocialité et des difficultés avec les pairs. Donc, en bleu, on a les estimés pour l'enfant lui-même et en rouge pour l'enseignant. Juste sans analyser les résultats en détail, ce que je peux dire là-dessus, c'est que, en fait, l'automutilation corrélait, était associée avec la santé mentale dans cet échantillon-là, à la fois lorsqu'on regardait les comportements évalués par l'enfant lui-même, à la fois par l'enseignant, mais la force d'association était toujours plus forte pour les questionnaires de l'enfant. Donc, la détresse émotionnelle associée, également les comportements disruptifs, l'inattention. C'est moins clair, par contre, pour le retrait, selon le point de vue de l'enseignant. Les comportements prosociaux n'étaient pas associés. Et on voit aussi une association qui est surtout marquée là, pour les difficultés relationnelles dans le questionnaire de l'enfant. Donc, pour conclure cette section, en fait, les études disponibles sont peu nombreuses. J'en ai pas parlé, mais la qualité méthodologique est très, très faible. Mais le nombre d'enfants qui ont pensé au suicide est non négligeable. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il faut poursuivre les efforts de recherche, autant en épidémiologie que dans des études qualitatives aussi, pour un peu plus comprendre la nature de ces idéations suicidaires. Maintenant, je veux parler rapidement, parce que je vois déjà l'heure qui file, de la mortalité par suicide chez les moins de 14 ans. Parce que, bien que l'idéation suicidaire, la tentative de suicide soit associée, si on veut, à la mortalité, reste qu'on sait maintenant que les personnes qui vont mourir par suicide ont aussi des caractéristiques distinctes de ceux qui pensent par suicide ou qui vont faire des tentatives de suicide, mais qui sont toujours en vie. Donc, on est en train, avec notre équipe, de mener une étude sur la mortalité par suicide au Québec chez, en fait, les 10 ans à 24 ans, donc chez les jeunes. Puis ici, ce qu'on voit, c'est la mortalité par suicide là, en 2010-2020, donc au cours des 10 dernières années, par âge. Et la mortalité par suicide, là, chez les 12 ans et moins, c'est très, très rare, très rare. Il y a malheureusement quelques décès à 13 ans, d'autres à 14 ans, puis ensuite, ça augmente en flèche avec l'âge. Bien que ça reste peu fréquent, c'est un sujet qui est important d'étudier. C'est un sujet qui nous inquiète parce que dans certains pays, il y a une augmentation de la mortalité par suicide chez les 10 à 14 ans chez les filles. Si les données américaines, on voit cette augmentation chez les filles, la trajectoire en grise de la mortalité par suicide, là, autour de 2017. Au Canada, on observe un patron similaire. Une augmentation de la mortalité par suicide chez nos filles de 10 à 14 ans, la trajectoire en rouge, mais pas chez les garçons. Au Québec, on a très, très peu de suicides dans cette tranche d'âge, heureusement, bien que chaque suicide soit très choquant. C'est difficile de porter des conclusions, mais ce qu'on observe en 2022, ce sont les dernières données disponibles, c'est qu'il y avait eu plus de suicides chez nos filles 10 à 14 ans, 9 suicides, que les données antérieures. Donc, c'est vraiment important qu'on continue de surveiller ce phénomène. On a aussi on est en attente d'un financement des instituts de recherche en santé du Canada. Mais entre-temps, on a commencé à analyser de façon très préliminaire des rapports du coroner chez les 10 à 14 ans depuis les années 2000, juste pour avoir une petite idée des caractéristiques des suicides dans ce groupe d'âge-là au Québec. On a observé qu'en fait, il y avait presque autant de suicides chez les garçons que chez les filles, ce qui est très différent encore là qu'à l'adolescence. À l'adolescence, c'est 75% des suicides chez les garçons. La méthode également, c'est 85% de la pendaison. Et pour les autres méthodes, ce sont les armes à feu qui avaient été utilisées principalement.
Aussi, je reviens sur cette diapo. Je veux juste ajouter qu'on a aussi regardé la municipalité au moment du décès et on doit davantage se pencher là-dessus. Et c'est très, très préliminaire, mais en regardant seulement la municipalité, il y a 25% des suicides là, qui étaient survenus dans une municipalité qui était associée à une réserve autochtone. On a aussi regardé s'il y avait eu des signaux d'alarme, des verbalisations au dossier. Donc, si le coroner avait mentionné dans son rapport succinct des verbalisations antérieures suicidaires. Et là, je suis tout à fait consciente des biais. C'est pour nous donner un premier son de cloche. Mais dans 63 dossiers sur 131, il y avait eu des verbalisations et c'est certainement une sous-estimation. Donc, le jeune avait parlé des suicidaires, soit à ses parents, à ses proches, à ses amis ou sur les réseaux sociaux. Et le pourcentage de verbalisation était très similaire pour les filles et les garçons. Donc, je veux encore resituer le fait que le suicide, c'est la deuxième cause de mortalité chez nos jeunes, mais on a très, très peu de données. Non seulement chez les 10 à 14 ans, mais aussi pour les plus vieux. C'est très difficile à étudier. Et avec notre équipe, on a entamé une revue préliminaire de la littérature, une revue préliminaire où on a regardé toutes les études qui viennent des données du coroner, les autopsies psychologiques, donc des entrevues avec les proches de la famille suite à un décès, les lettres de suicide, également les données administratives. Les données administratives où on peut coupler différentes bases de données pour voir un peu c'est quoi les patrons d'utilisation des services versus un groupe contrôle. Donc, il y a très peu d'études et la plupart des caractéristiques étudiées vont se situer au niveau de l'individu. Le jeune avait des problèmes de santé mentale ou physique, il a consulté un professionnel de la santé peu avant le décès. Certaines études ont regardé des habiletés cognitives aussi, des faibles habiletés cognitives. Chez les jeunes qui vont plus tard se suicider, mais on a vraiment peu d'informations pour la mortalité pour d'autres facteurs qui pourtant sont très associés à l'idéation et la tentative de suicide, comme par exemple l'intimidation, les comportements suicidaires dans l'entourage, les faits de contagion dans la famille, entre autres l'abus, négligence. Il y a quelques études, là je les compte sur le bout de mes doigts, qui ont regardé les signalements à la protection de la jeunesse, retenus ou non retenus en lien avec le suicide. Et encore là, dans la société, dans la communauté, je pense qu'il y a des facteurs importants. La stigmatisation, l'accès aux moyens, les taux sont un peu plus étudiés, mais l'obstacle aux soins de santé, des représentations médiatiques dangereuses du suicide, des traumatismes systémiques ou des expériences marginalisantes liées à des facteurs socio-économiques, à l'ethnicité, à l'identité sexuelle et de genre. Donc, importance de regarder tous ces facteurs et pas seulement en silo, mais également en interaction les uns avec les autres. Et là, je vois l'heure qui passe. J'allais vous parler des recommandations, mais je veux consulter avant mon collègue, le docteur Spodunkiewicz, à savoir si est-ce que tu veux reprendre le relais et puis... C'est bon, continue Marie-Claude, c'est bon, je m'adapterai, je m'ajusterai au temps qui me reste. Ouais. Ben, je vais faire ça en 5 minutes. Très rapidement, OK. Vraiment, je veux juste partir la conversation, puis je vais laisser le docteur Spodunkiewicz poursuivre la présentation avec des illustrations cliniques. Je pense que ça va faire davantage de sens de toute façon. Donc, ce que je veux faire, je veux juste expliquer le fait de, bon, maintenant qu'on sait ça, quelles sont les recommandations pour l'intervention? Et là, je vais vous parler d'un blueprint qui a été publié vraiment récemment. En fait, c'est qu'en 2021, l'Académie américaine de psychiatrie, en partenariat avec la Fondation américaine pour la prévention du suicide et avec des experts du National Institute of Mental Health, a organisé un sommet virtuel sur la prévention du suicide chez les jeunes. Puis ça a réuni en fait en plus des experts, des personnes avec des expériences vécues, des cliniciens, des personnes, des organismes communautaires, des jeunes, pour essayer de donner des lignes directrices à savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Et là, il y a 3 niveaux d'intervention suggérés qui sont très classiques. Là, un dépistage rapide, une évaluation de la sécurité, si le dépistage est positif, puis une prise en charge également déterminée par l'évaluation. Donc, c'est un mythe qui perdure. Souvent, on a peur de poser des questions sur le suicide parce qu'on a peur de mettre des idées dans la tête des jeunes.
Et en fait, il y a une revue de la littérature qui démontre que ce n'est pas le cas. Et cette revue-là de la littérature couvre tous les âges de la vie. Il y a 7 études qui portaient chez les adolescents, mais je dois dire qu'il n'y en a aucune qui porte chez les enfants. Encore là, un besoin de la recherche qui est à combler. On doit savoir, en fait, s'il y a un risque ou des bénéfices à poser la question chez les enfants. Mais en fait, ce qu'on observe pour les plus vieux, c'est qu'il n'y a aucun effet néfaste sur la détresse, les idées et conduites suicidaires et l'automutilation. Et il y a même une étude qui démontre que ça peut être bénéfique, ça peut réduire la détresse lorsque la question est posée par un professionnel dans un cadre bienveillant. Donc, 12 ans et plus, qu'est-ce que le Blueprint recommande? C'est de dépister tout le monde. Le postulat, c'est que les jeunes, le suicide ne concerne pas seulement les jeunes avec des problématiques de santé mentale, ça peut aider les jeunes aussi à se sentir moins seuls. Et puis, quand un jeune consulte un professionnel, c'est vraiment une première porte d'entrée vers des services. Maintenant, avant 12 ans, ce qui nous intéresse. De 8 à 11 ans, le Blueprint recommande un dépistage seulement si c'est cliniquement indiqué. Donc, lorsque le jeune va consulter pour des problèmes de santé mentale, avant 8 ans, ce n'est pas recommandé. Seulement en cas de signaux d'alarme. Et là, je vous ai mis ici la première page d'un guide de soutien qui a été développé par la CIUS de l'Estrie avec le ministère de la Santé et Services sociaux qui vise à guider les intervenants pour intervenir avec des jeunes arrêts suicidaires de 5 à 13 ans et je sais que Michel va vous en parler dans un instant. Il y a également un guide de repérage qui vient juste d'être publié en avril. C'est vraiment pour aider tout le monde, en fait, qui travaille avec des enfants à repérer le risque suicidaire. Donc, après avoir dépisté, ce qu'il faut faire, c'est évaluer la sécurité. Et là, je vais passer parce que je le sais qu'on va avoir une super illustration clinique. Ensuite, il faut, bien sûr, suite à l'évaluation, mettre en œuvre une prise en charge qui est informée par l'évaluation. Donc, si le risque est imminent, il faut une intervention urgente. Si le risque n'est pas imminent, il faut prendre en charge quand même le jeune et lui offrir des services en santé mentale. Également, il y a un autre outil qui est de plus en plus utilisé par les cliniciens, c'est le plan de sécurité. Le plan de sécurité, ça consiste à l'élaboration d'une liste de stratégies de coping en collaboration avec un professionnel pour aider la personne à reconnaître les signes précurseurs d'une crise suicidaire, des stratégies de coping interne, externe par rapport à la distraction sociale, puis aussi être capable d'identifier des personnes de soutien dans l'entourage et dans le réseau des professionnels de la santé mentale, puis surtout de sécuriser l'environnement en restreignant l'accès aux moyens létaux. Donc, beaucoup d'intérêt. Il y a des plans de sécurité qui existent pour les enfants, pour la famille, mais je dois dire qu'aucun n'a fait l'objet d'une évaluation jusqu'à maintenant. Il y a des études en cours, mais il est encore trop tôt pour se prononcer. Donc, voilà, ici, j'ai mis encore là la première page des recommandations Suicide and Suicide Risk in Adolescents, publiées en 2024 dans la revue de Pediatrics. Et avant de laisser la parole à mon collègue, je veux juste remercier en fait tous les personnes, les étudiants, les coordonnateurs, les chercheurs qui travaillent dans notre équipe et qui nous aident à réaliser ces belles recherches. Donc, merci. Merci beaucoup Marie-Claude. Alors je vais reprendre la suite de la présentation en partageant mon écran, en espérant que vous allez bien voir la suite de cette présentation. Normalement, l'écran est partagé. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, super. Merci beaucoup Marie-Claude pour cette présentation de données probantes et des études scientifiques. Et puis, merci beaucoup aux organisateurs de nous donner l'occasion de parler de ce sujet qui nous tient à cœur. Et puis aussi, merci à vous d'être aussi nombreux et d'avoir beaucoup d'intérêt pour ce sujet. Alors, Marie-Claude vous a dit, il y a pas mal d'études qui ont été menées, il y en a beaucoup qui restent à faire. Mais ce que je voulais dans le temps qui me reste, c'est de parler un tout petit peu de la nécessité qu'il y a de concilier finalement cette rigueur scientifique et avec la créativité qui est le propre même de l'activité de la pédopsychiatrie. Je sais que vous êtes
travailleurs sociaux, psychologues, éducateurs, vous travaillez dans différents champs, et ben vous êtes amené à rencontrer des enfants. Et je crois qu'il y a un vrai enjeu, c'est de pouvoir transposer toutes les connaissances scientifiques, toutes les études populationnelles, à un niveau plus individuel. Parce que quand vous allez rencontrer un jeune enfant et vous allez vous poser la question, est-ce que cet enfant est à risque ou non de se suicider, eh ben, il faut arriver à avoir un tout petit peu de créativité. Je vais essayer de l'illustrer à travers une rapide présentation clinique. Mais avant ça, je voulais que vous n'oubliez pas, parce que parfois on a tendance à oublier toutes les connaissances qu'on a de manière plus générale sur la prévention du suicide. Beaucoup de choses restent vraies, même si il faut sans doute les adapter à un niveau plus développemental en tenant compte de l'âge de l'enfant. Il persiste quelques idées reçues d'ailleurs sur le sujet. Le suicide des enfants est fréquent. Marie-Claude vous l'a montré. Heureusement, ça reste quelque chose d'extrêmement rare. Malgré tout, son impact est considérable, à la fois pour les proches, mais également pour la société. Et donc, c'est très important de continuer à s'en soucier. Les conduites suicidaires débutent à l'adolescence. Parfois, on l'entend de la part même de certains collègues. Mais Marie-Claude vous a montré que cela peut commencer bien plus tôt, dès l'enfance. C'est vrai que beaucoup d'adolescents sont plus à risque de tentatives de suicide et de conduites suicidaires, mais les choses peuvent débuter bien plus tôt. Les comportements suicidaires chez les enfants sont causés par des problèmes éducatifs. En clinique, on entend souvent des sortes de raccourcis qui relient un événement à une tentative de suicide, voire à un suicide. Là aussi, Marie-Claude vous a montré les choses sont un tout petit peu plus complexes. Il y a plusieurs ingrédients qui vont contribuer à ce qu'un jeune se mette en danger, voire se suicide. Et c'est pour ça que parfois, il est important de pouvoir un tout petit peu déconstruire les idées qu'on a préconçues quant au fait que, voilà, il s'agirait d'un événement unique, mais il s'agit surtout d'une accumulation d'événements qui surviennent sur un terrain plus vulnérable. Le suicide est un choix. C'est presque un débat philosophique. Mais en pratique, on se rend compte que non, ce n'est pas un choix et que très souvent, les enfants, les adolescents, mais aussi les adultes qui viennent à se suicider, finalement le font par désespoir avec une vraie souffrance qui était sous-jacente et le fait de répondre à cette souffrance est une façon de prévenir le suicide. Le suicide chez l'enfant ne peut pas être prévenu. Eh ben, il reste beaucoup d'études à mener, mais on sait que chez l'adulte et que chez l'adolescent, il est tout à fait possible de le prévenir pour peu qu'on se donne les moyens de soigner les troubles mentaux sous-jacents et créer un environnement sécuritaire pour le sujet. Alors, je ne peux que vous encourager à lire et à regarder ce document de référence, le guide de soutien, qui est particulièrement bien fait et que je vais utiliser pour vous aider à avoir des outils un tout petit peu pratiques dans la réflexion clinique lors de vos rencontres cliniques. Dans ce guide, vous allez voir qu'il y a 5 étapes qui sont proposées aux professionnels de santé. La première étape, et pour moi c'est probablement l'étape essentielle, c'est celle de l'accueil de l'enfant. Accueillir l'enfant, c'est bien sûr aussi penser à sa famille, mais accueillir l'enfant, c'est avoir cette sorte de qualité de présence et créer les conditions pour qu'une rencontre se fasse. Apaiser la souffrance psychique, bien sûr, la souffrance psychologique, c'est en soulageant les enfants et en soulageant aussi le stress engendré par cette situation auprès de leur famille, éventuellement autour des établissements scolaires qui peuvent être impliqués dans le circuit des soins de ces jeunes. C'est une façon de prévenir le suicide. Comment analyser le risque? On va y revenir en quelques minutes. Convenir d'un plan d'action. Le tout, c'est pas d'analyser un risque pour connaître le risque, c'est surtout pour pouvoir agir et pour pouvoir trouver les bons leviers qui vont permettre un tout petit peu d'infléchir cette trajectoire qui conduit le jeune vers la tentative de suicide ou le suicide. Et enfin, effectuer un suivi, garder le lien. Les liens sont précieux, nous l'avons vu pendant la pandémie, nous le voyons maintenant, rester en lien entre nous, c'est quelque chose de primordial, mais c'est aussi primordial quand on est amené à s'occuper d'enfants. Et enfin, dernier point qui consiste la flexibilité. Oui, bien sûr, c'est des étapes successives, mais encore une fois, il faut pouvoir les adapter, et je pense particulièrement les adapter à des contextes locaux. On a vu en introduction que vous êtes dans diverses communautés au niveau du Québec et vous avez un accès aux soins, des ressources qui sont différentes. Donc, c'est pour ça connaître ce réseau, rester flexible et puis pouvoir rester créatif et s'adapter à chacun de vos contextes en tenant compte de ses particularités, c'est extrêmement important.
Alors, venons à des considérations plus pratiques et cliniques illustrées d'une vraie situation rencontrée d'un jeune enfant que, pour cette présentation, j'appellerai Tom. Tom avait 7 ans. C'est un garçon de 7 ans. Il est en première année de primaire. Il a récemment été référé à une clinique de pédopsychiatrie par son médecin de famille en raison de préoccupations concernant son bien-être mental. En fait, c'est à l'école que les enseignants se sont inquiétés puisqu'il a grimpé sur le rebord d'une fenêtre en disant qu'il voulait mourir. Vous imaginez, les enseignants ont été tout de suite alertés, très réactifs en lien avec les familles. La famille s'est vite tournée vers le médecin de famille. Et donc, c'est dans ce contexte-là que le médecin de famille a reçu l'a orienter vers la clinique. Qu'est-ce qu'on sait de Tom? Eh bien, Tom, il vit avec ses 2 parents et sa grande sœur de 10 ans. Sa famille n'a jamais cherché de suivi psychologique ou psychiatrique, que ce soit pour eux-mêmes ou pour que ce soit pour eux ou pour Tom. En revanche, le médecin de famille a diagnostiqué un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Cette condition étant caractérisée par des comportements impulsifs et des difficultés de régulation émotionnelle que vous connaissez sans doute. Bien que gérables, les parents de Tom pensaient de manière très insistante que c'était le TDAH qui a probablement contribué à ces idées suicidaires et notamment du fait de l'impulsivité de Tom. Alors, quelques événements marquants de son histoire. Il y a 2 événements qui ont été des véritables épreuves pour la famille. Le premier, c'était le suicide d'un grand-père maternel quand Tom avait 7 ans, quand Tom avait 1 an, pardon. Et puis par la suite, le décès accidentel d'un de ses cousins qui a beaucoup bouleversé la famille. Alors quand je rencontre Tom, qu'est-ce que je peux dire? Tout d'abord, on voit que c'est un enfant qui a une présentation très inhibée. Il est très refermé et il semble assez discret et avec une difficulté à s'engager dans la conversation. Il a une tenue correcte. En revanche, il semble adapté dans la relation. Le regard, on voit qu'il interagit quand on discute avec ses parents. Son discours, globalement, reste à tonalité triste, même s'il parle très peu. En revanche, fait marquant, c'est qu'il est assez facilement mis en colère quand ses parents parlaient de leur inquiétude le concernant. Donc, on voyait pointer des petits traits d'irritabilité, d'impulsivité qui persistaient malgré le contexte de la consultation. Il avait des difficultés à s'endormir seul. Son appétit n'était pas perturbé. Et lorsque on a parlé avec ses parents et avec Tom, Tom nous a utilisé cette expression en disant qu'il voulait aller au ciel sans avoir de plan plus précis. Alors, d'emblée, ce que je vous invite, c'est de réfléchir en termes de facteurs de risque. Donc, bien évidemment, vous les avez sans doute identifiés. Il y a le TDAH qui contribue à son impulsivité et des difficultés émotionnelles. Il présente un trouble dépressif. Effectivement, en discutant avec les parents, il remarquait qu'il avait moins de plaisir à faire les choses, qu'il jouait moins, notamment avec sa sœur, qu'il se mettait plus facilement en colère. Et puis, il y a cet événement précipitant, le décès accidentel de son cousin l'année dernière, qui a été également un événement qui le rend un tout petit peu plus à risque. Mais quand on pense risque, eh bien, il faut toujours aussi réfléchir protection, parce que vous allez voir que souvent les leviers qui permettent d'aider les patients tiennent à la reconnaissance des facteurs de protection. Le soutien familial. Rechercher un soutien de l'environnement est très important. Tom vit avec ses 2 parents, sa grande sœur. C'est un réseau de soutien direct et potentiellement fort sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Il y a des relations familiales positives qui ont été rapportées dans son histoire. Et donc, on voit que cela peut contribuer à un sentiment de sécurité et de stabilité. En plus, Tom et ses parents ont accepté de s'intégrer dans un suivi psychologique régulier, puis la mise en place d'un plan d'intervention structuré, j'y reviendrai rapidement, qui permettra à la fois de prévenir éventuellement la survenue d'une crise suicidaire, mais également de réfléchir sur les symptômes du TDAH et l'aider dans le soigner la dépression. Et puis en plus, il y a l'engagement des professionnels de la santé mentale, le fait qu'il y ait des professionnels qui soient engagés, disponibles pour notre patient, c'est quelque chose qui est, je dirais, de très favorable dans ce qui en est de le pronostic de la suite. Donc, notre intervention, quels sont ses objectifs? Eh bien, à court terme, on veut à tout prix assurer la sécurité de Tom et puis l'aider à réduire ses idées suicidaires, faire en sorte qu'elles soient moins envahissantes, moins présentes, qu'il puisse nous en parler, qu'il puisse nous les exprimer à sa manière. À moyen terme, on veut stabiliser les symptômes de son TDAH, faire en sorte que peut-être cette impulsivité soit moins importante, l'aider dans la dépression et améliorer la communication et le soutien au sein de la famille. Et enfin, à plus long terme, promouvoir son bien-être émotionnel et psychologique pour prévenir aussi de futures idées suicidaires.
Alors, si on réfléchit avec ce que nous propose le guide, accueillir l'enfant de façon bienveillante, c'est la première étape. Et là, je dirais que tout joue au moment de la rencontre. Le fait de se mettre à la hauteur de l'enfant, de créer les conditions de la rencontre en ayant une qualité de présence pour être pleinement disponible à le rencontrer, puis être réellement soucieux de ce qui lui arrive. Je sais que sans doute vous l'êtes. Le faire de manière assez consciente, je vais paraphraser un autre pédopsychiatre, Stanislav Tomkiewicz, qui il y a plus d'un demi-siècle a écrit sur l'attitude authentiquement affective. C'est ce qui fait aussi la magie de notre métier, c'est de pouvoir rencontrer cet enfant, c'est d'être curieux de qui il est et créer les conditions pour pouvoir aussi repérer avec lui quels sont les facteurs de risque, les facteurs de protection que lui, il identifie. Et vraiment, je trouve que la qualité du lien est quelque chose qui va être primordial. Alors l'idée, c'est toujours de trouver une juste distance. Là, l'idée, c'est pas d'être dans un petit peu de séduction et d'essayer d'amadouer l'enfant avec des bonbons, mais plutôt de rester adulte tout en créant un climat de confiance et de sécurité. Dans une première étape, ce que j'avais fait avec lui, c'était s'intéresser aussi à la manière dont Tom peut raconter les histoires. On appelle ça la narrativité. Je lui demande de me parler d'un événement un peu anecdotique qui a une faible valence émotionnelle et regarder comment est-ce que Tom peut être amené à raconter des histoires qui l'engagent pas beaucoup sur le plan émotionnel. Et comme j'ai vu que c'était un enfant, en plus on a vu qu'il avait 7 ans, eh ben on peut se servir pour cela de médiation. Le médiation, ça peut être le dessin, ça peut être des jouets qui sont présents dans votre bureau. Là, vous voyez, Tom a dessiné avec moi une histoire et c'était finalement en dessinant, d'ailleurs en présence de ses parents, puis finalement il a accepté que les parents sortent. Et bien, c'est quelque chose qui m'a aidé à pouvoir essayer de mieux comprendre ce qui se passe avec lui en créant un véritable lien pour pouvoir, encore une fois, obtenir des informations, puis aussi créer ce sentiment de sécurité qui va être primordial pour la suite de prévention du risque. Et la place de la famille, ben, les parents étaient présents. On peut le faire avec les parents. Parfois, effectivement, si cela est possible, on encourage et on regarde s'ils acceptent de sortir de la pièce. Et c'est quelque chose qui peut nous donner des indices justement sur la capacité que Tom peut avoir à rester tout seul. On va apaiser sa souffrance psychique comment? En identifiant avec lui quelles sont les galères qu'il a rencontrées, quelles sont les adversités. Même s'il ne le dit pas, on peut les formuler sous forme d'hypothèse en parlant, à chaque fois en utilisant des mots simples, et puis en posant aussi des mots sur les troubles mentaux qu'on a identifiés chez lui, parler de dépression, parler de troubles de déficit d'attention, en insistant à chaque fois sur les efforts qu'il fait, puis en valorisant le fait que la confiance qu'il nous fait en venant consulter un enfant, naturellement, n'est pas forcément très inspiré et porté par le fait de voir un psychologue, un travailleur social ou un pédopsychiatre. Mais le fait de le remercier puis de le mettre en confiance, essayer un tout petit peu de démystifier finalement cette rencontre est quelque chose de très intéressant. Et puis on va d'emblée regarder quelles sont les ressources et les potentialités. Qu'est-ce que tu aimes faire? Quelles sont les choses qu'il apprécie? Quels sont les souvenirs positifs dont il veut nous parler? Bien sûr, naturellement, on voudrait regarder qu'est-ce qu'il y en est de cet impact traumatique du décès éventuel, du décès de son cousin, quel est l'impact de ce qui s'est passé dans la famille. Mais regardons aussi, finalement, quelles sont les choses qui lui font du bien, qu'il aime bien, quels sont les souvenirs agréables qu'il a. Évaluer le risque suicidaire, utiliser des échelles et des questionnaires est possible, même si, Marie-Claude vous l'a dit, il y a peu d'outils qui sont validés en plus sur cette tranche d'âge. Ce que je peux vous inviter éventuellement à faire, c'est de les utiliser comme médiation avec les parents, c'est-à-dire on le fait ensemble. On le fait comme une sorte de jeu. Il faut qu'on regarde ensemble ces questions et puis plus que le remettre et puis en regardant quel est le score à la fin, c'est une façon de converser, d'avoir un prétexte de conversation, on regarde les choses ensemble, tout en ayant le souci à chaque fois d'utiliser les mots les plus simples possibles et d'envisager les moyens, les scénarios et les plans que le patient potentiellement auquel peut y avoir pensé ou auquel il a pu être confronté parce que parfois, dans son entourage, il a entendu parler de ce que c'est que le suicide ou il a vu des copains, des amis. Donc, on peut s'interroger sur la connaissance et le savoir qu'a le patient lui-même.
Le plan de sécurité, comme action, le fait de créer les conditions de sécurité, c'est primordial. On peut utiliser pour ça un outil dont je donnerai un des exemples dans les 3 minutes qui me restent. Mais peut-être avant tout, la sécurité passe dans le fait que pour nos enfants, il faut qu'on reste adulte. C'est qu'on soit raisonnable. Et parfois, dans une situation de crise où il y a beaucoup de stress et d'émotions, eh ben, ramener les choses, apaiser les choses en restant calme et suscitant l'espoir en disant que c'est une crise, ok, mais c'est comme une tempête qui nous tombe sur la tête, mais cette tempête, elle va pas durer. Les beaux jours vont revenir, au Québec, on connaît ça, on a souvent des tempêtes et puis ensuite le beau temps revient. Donc utiliser ces images avec les enfants peut être très intéressant. Un exemple de plan de sécurité, il y en a beaucoup que vous trouverez, effectivement, important de les valider chez l'enfant et de regarder quelle est leur efficacité, puis surtout impliquer la famille dans ce processus. Et puis je terminerai peut-être sur le 5e point, effectuer le suivi. L'idée, c'est pas seulement de référer à quelqu'un de plus compétent. Au contraire, c'est maintenir le lien avec le patient, quand bien même on l'aurait référé, en connaissant les ressources locales et parfois en les sollicitant avec le patient et la famille lui-même. On va appeler ensemble. Il y a cette ligne téléphonique qui existe, on va les appeler ensemble. Il y a dans les personnes ressources que tu as identifiées, une psychologue, une voisine, on va les solliciter ensemble. On va faire la démarche ensemble. Et à la fois pour le patient, pour sa famille, mais aussi pour la communauté et le réseau, maintenir ce lien est primordial. Que vous puissiez, face à une situation difficile, et on sait que parler du suicide chez les enfants, c'est quelque chose de potentiellement très éprouvant, appeler un collègue, un ami pour en parler, ça vous permettra de réguler vous-même le niveau de stress que cela peut vous engendrer. Accessoirement, ça permet, sur le plan médico-légal, de protéger aussi et de communiquer ensemble pour parfois choisir la bonne intervention qui soit proportionnée par rapport au niveau de risque. Et puis, ça permet de maintenir le réseau qui nous permet de travailler ensemble. Donc, gardez ces 5 étapes dans un coin de votre esprit. Et puis, dans la dernière minute qui me reste, je vous remercie Marie-Claude, tous les organisateurs, et puis merci à vous tous.